On parle souvent de la technologie qui nous entoure, mais on oublie parfois ce qui la fait vraiment tourner. Il y a un matériau, une substance un peu secrète, qui est au cœur de tout, de nos smartphones, de nos voitures, de notre monde moderne en fait. Et pourtant, pour beaucoup, son fonctionnement reste un vrai mystère. Alors plongeons ensemble au cœur du sujet. C'est quoi, au juste, un semi-conducteur? Ok, pour bien comprendre ce qu'est un semi-conducteur, il faut d'abord imaginer le monde de l'électricité comme une autoroute. D'un côté, on a les conducteurs, pensez aux métaux comme le cuivre. Pour eux, c'est l'autoroute sans limitation de vitesse. Le courant passe sans aucun problème, c'est toujours on. Et puis, à l'autre extrême, on a les isolants. Là, c'est plutôt un mur, le plastique, le caoutchouc. Ils bloquent tout, le courant ne passe pas, c'est toujours off. Et voilà le problème. Un interrupteur qui est soit toujours allumé, soit toujours éteint, ça ne sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Toute la technologie moderne repose sur une seule chose, le contrôle, la capacité de dire au courant « maintenant tu passes » et « maintenant tu t'arrêtes ». Alors, comment on fait ça? Eh bien, la solution, comme souvent dans la vie, elle se trouve pile au milieu. Entre l'autoroute et le mur, il existe une troisième voie. Une catégorie de matériaux qui n'est ni totalement conductrice, ni totalement isolante. C'est ce fameux juste milieu qu'on cherchait. Et ce juste milieu, c'est notre star du jour, le semi-conducteur. Son nom dit tout en fait, il semi-conduit, il conduit à moitié. L'idée clé à garder en tête, c'est que quand il est tout seul, dans son état pur, un semi-conducteur est un peu médiocre. Ce n'est ni un superconducteur, ni un super isolant. Il est là, tranquillement, entre les deux. Si on regarde ça sous l'angle de la résistance électrique, c'est encore plus clair. Les conducteurs, ils résistent très peu au passage du courant. Les isolants, eux, c'est tout le contraire, ils ont une résistance énorme. Et les semi-conducteurs, eh bien, ils sont pile au milieu, avec une résistance moyenne. Et c'est cette position, cet entre-deux, qui va absolument tout changer. Alors, quand on parle de semi-conducteurs, de quoi parle-t-on concrètement? Il y a quelques stars dans ce domaine. Le numéro 1, le plus connu, c'est bien sûr le silicium. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la Silicon Valley. Mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi le germanium ou des composés un peu plus complexes comme l'arsénure de gallium qui sont super importants pour certaines applications. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Pourquoi ces matériaux se comportent comme ça? Pour le comprendre, il va falloir qu'on change d'échelle. On va devoir zoomer, jusqu'au niveau des atomes et parler un peu d'énergie. Car c'est là, à cette échelle minuscule, que se cache le secret de leur super pouvoir, la contrôlabilité. Alors, imaginez un immeuble. Dans un cristal, les électrons ne peuvent pas habiter n'importe où. Ils ont des étages bien définis, ce qu'on appelle des bandes d'énergie. Il y en a deux qui nous intéressent particulièrement. En bas, on a la bande de valence, c'est l'appartement familial où les électrons sont bien sagement attachés à leurs atomes. Et tout en haut, on a la bande de conduction. Ça, c'est le penthouse, la terrasse, l'endroit où les électrons sont libres, où ils peuvent se balader et créer du courant. Chez un bon conducteur, comme le cuivre, c'est simple, il n'y a pas d'escalier entre les deux étages. En fait, la bande de valence et la bande de conduction se touchent, elles se chevauchent même. Un électron peut donc passer de son appartement à la terrasse sans le moindre effort. C'est pour ça que le courant circule si bien. Maintenant, prenons un isolant. Là, c'est une toute autre histoire. Entre l'appartement et la terrasse, il n'y a pas d'escalier, il y a un gouffre. L'écart entre les deux bandes est absolument gigantesque. C'est une véritable falaise énergétique. Pour un électron, faire le saut est quasiment impossible. Du coup, il reste coincé en bas et le courant ne passe pas. Et c'est là qu'arrive notre semi-conducteur. Lui, il a bien un écart entre les deux bandes. On appelle ça la bande interdite. Mais il est tout petit. Ce n'est pas la falaise de l'isolant. C'est juste une petite marche. Et une petite marche, ça se franchit. Les électrons peuvent faire le saut, à une condition, qu'on leur donne un petit coup de pouce énergétique. Et on sait même quelle hauteur fait cette marche. Pour le silicium, notre champion, il faut une énergie de seulement 1,1 électronvolt. Bon, ça ne dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais c'est une quantité d'énergie vraiment minuscule. Et c'est cette toute petite valeur qui est la clé de voûte de toute notre électronique moderne. Ok, on a notre petite marche, notre petit écart d'énergie. Maintenant, la question à 1 million. Comment on utilise ça pour obtenir le fameux contrôle dont on parlait au début? Comment on fait pour que les électrons sautent exactement quand on le décide? Eh bien, comme l'écart est tout petit, il suffit d'une petite pichenette d'énergie. Par exemple, si on chauffe un peu le matériau ou si on lui applique une tension électrique, on donne juste assez d'énergie aux électrons pour qu'ils franchissent la marche. Et hop, ils se retrouvent dans la bande de conduction, libre de circuler. Le semi-conducteur passe de off à on. Ça y est, on a notre interrupteur. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ce contrôle est un peu grossier. Pour arriver à la précision incroyable de nos puces électroniques, il a fallu une autre idée de génie.
La vraie magie, le truc qui a tout changé, ça s'appelle le dopage. En gros, c'est l'art de pirater le semi-conducteur à l'échelle de l'atome. Le dopage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'ajouter, de manière très contrôlée, une toute petite quantité d'atomes d'un autre élément, des impuretés, au milieu de notre cristal de silicium tout pur. On parle de quelques atomes pour des millions, et ces quelques intrus, ils vont complètement, radicalement, changer les propriétés électriques du matériau. Et on peut faire ça de deux façons. Première option, on ajoute un atome qui a un électron en plus que le silicium, comme le phosphore. Résultat, on se retrouve avec un surplus d'électrons qui se baladent. C'est le dopage de type N, comme négatif, à cause de la charge de l'électron. Deuxième option, on fait l'inverse. On ajoute un atome qui a un électron en moins, comme le bore. Ça crée une place vide, un trou, qui se comporte comme une charge positive. C'est le dopage de type P, comme positif. Alors maintenant, le moment que tout le monde attendait. Que se passe-t-il si on prend un morceau de silicium de type N et qu'on le colle à un morceau de type P? Eh bien, on crée quelque chose d'absolument fondamental. On crée la brique de base de toute, et je dis bien toute, l'électronique moderne. Le concept est presque enfantin, mais ses conséquences sont immenses. On prend notre matériau de type P avec son excès de trous, on prend notre matériau de type N avec son excès d'électrons, on les met côte à côte, et pile à la frontière, à l'endroit où les deux se touchent, quelque chose de magique se produit, une jonction PN se forme. Et voilà, c'est ça, le secret. Cette simple petite jonction PN, ce n'est pas juste un truc de physicien. C'est l'interrupteur élémentaire, le composant le plus fondamental qui soit. C'est l'atome de notre ère numérique. Assemblé des milliards de fois sur une puce, il devient un transistor, un microprocesseur. Il devient, en fait, tout ce qui nous entoure. Cette jonction PN, c'est donc l'atome de l'électronique telle qu'on la connaît. Mais alors qu'on pousse la miniaturisation à ses limites extrêmes, la question se pose forcément. Après des décennies de bons et loyaux services, est-ce la fin du chemin ? Ou bien est-ce qu'il existe quelque part une nouvelle brique fondamentale, un nouveau composant élémentaire qui attend juste d'être découvert pour inventer le monde de demain ?